Bonjour Monsieur Plancard. Bonjour Blandine, bonjour Jean. Oui, il y a beaucoup à dire sur les questions d'actualité. Alors, on va commencer. Hélas. Oui, avec ces législatives. Je te laisse commencer, Blandine. Alors, on est au lendemain du second tour des législatives qui ont surtout été marquées par un taux d'abstention record, 57%. Voilà, ce n'est pas rien. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce taux d'abstention ? C'est tout de même très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a près de, je dirais, même plus que 57%, facilement plus de 60% maintenant, parce qu'il faut compter les votes blancs et les votes nuls, qui ne sont pas comptabilisés. Donc ça veut dire qu'il y a à peine 30% de gens qui se sont déplacés. Sur ces 30%, faites le calcul du pourcentage restant de ceux qui ont voté pour Macron. Donc il a été élu et ses représentants ont été élus par une infime minorité. Alors quelle est la représentativité d'un mouvement pareil ? Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ça, évidemment, les médias se gardent bien de le faire remarquer. Donc en fait, on est en pleine crise de confiance en la démocratie de la part des Français. C'est tout de même une bonne chose. Malheureusement, il y a quand même une minorité qui, par bêtise, par manque de connaissances, aveuglement ou connivence, ont tout de même voté pour Macron et pour ses représentants. Voilà. Je crois que c'est suffisant comme commentaire et on verra la suite. Le problème, c'est que les pseudo-adversaires de Macron et de ses députés tiennent pas la route. Tiennent pas la route. Quand on voit l'effondrement des Républicains, etc., divisés en 3 maintenant au moins, sinon 4 bientôt, et je ne sais pas ce qu'en pense François Fillon, mais à mon avis, il doit s'amuser tout doucement. Ah bah alors justement, la revanche vient tout doucement. Justement, je voulais savoir si vous avez vu sa déclaration qu'il a fait dans le journal du dimanche, en fait, dernier, dans laquelle il dit, ou il menace en fait, un jour je parlerai, car il laisse entendre que le canard enchaîné serait piloté par quelqu'un, et il cherche à savoir qui. Et alors là, le plus intéressant dans cet entretien sur JDD de dimanche dernier, c'est qu'il évoquait 3 pistes. L'une de la gauche, c'est-à-dire le pouvoir, le temps de Hollande. Deuxièmement, de son propre clan, et c'est là que ça devient intéressant. Et troisièmement, de quelqu'un d'extérieur à la politique. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, essayons d'analyser ça un petit peu. Bon, Hollande, évidemment, c'est venu du clan Hollande, c'est certain. C'est tout le clan autour de Macron, anciens collaborateurs de Macron au ministère de l'économie qui sont dans le coup. Mais il n'y a pas que. Et quand François Fillon évoque quelqu'un de son clan, à qui pensez-vous ? À Sarkozy, voyons. Oui. Sarkozy. Et rappelez-vous, en 2016, si je ne me trompe, l'affaire qu'avait montée Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, déjà du temps de Sarkozy, donc grand copain de Sarkozy, gardé par Hollande, qui avait fait un montage comme quoi, soi-disant, Fillon lui avait demandé à déjeuner ensemble pour pouvoir relancer les procès contre Sarkozy. Alors, Fillon avait poursuivi en justice Jouyet pour mensonge, et en fait, il est évident, Fillon n'allait pas sortir un truc comme ça, c'était trop gros, c'est pas possible, ça ne pouvait que lui retomber sur la figure. Donc déjà à l'époque, en 2016, il y avait le clan Hollande, Macron, Sarkozy qui cherchait à avoir la peau de Fillon. Déjà. Voilà, déjà. Alors, quant à la troisième hypothèse, quelqu'un de l'extérieur, je sais qu'une chose qui a fait un tort considérable à Fillon, c'est le bruit de ses accointances supposées avec, comme il s'appelle déjà,
grand patron des Bilderberg. De Comment il Castres s'appelle? Hein? De Castres. Oui, de Castres, d'une part, et l'autre, celui qui dirige la revue ou qui a engagé Madame Fillon, aussi. Milliardaire, les Français. Oui, milliardaire, peu importe. La revue des Deux Mondes, c'est ça? La revue des Deux Mondes, tout à fait. Or, ces deux individus-là, qui n'ont jamais démenti ces contacts, Fillon n'a dit ni oui ni non, il l'aurait dû, et ça lui a causé un tort considérable dans nos milieux. Donc, à mon avis, ces gens-là ont été un boulet à son pied. Et je ne sais pas très bien dans quel sens ils ont joué, mais à mon avis, c'est pas clair du tout cette affaire-là. Et ce qui est intéressant, c'est que apparemment Fillon, après le coup qu'il a reçu derrière la nuque, est en train de réaliser comment il a été manipulé et trahi. Et ça risque de devenir intéressant. Alors, le nom, c'était M. Marc Ladré de la Charrière. Ladré la Charrière, exactement. alors, pour l'instant, lui, il exprime que la politique serait finie pour lui. Non, ce sont des journalistes qui disent ça. Oui, bien sûr. Et dans le cadre de son micro-parti, alors il veut arrêter de faire de la politique, mais il relance son micro-parti. Oui, mais c'est ce que ces journalistes disent, justement, ouais. C'est contradictoire. Quand il dit un jour je parlerai et je me pose les questions d'où est venu le coup, avec les trois hypothèses dont on a parlé, et d'un autre côté des journalistes qui disent ah mais maintenant il est dégoûté de la politique, il veut s'occuper d'autre chose, etc. Ça ne colle pas. Non, ça ne colle pas. Bon. Donc, alors, voyons la suite. Là, en l'occurrence, il serait en train de développer un think tank un peu à la méthode de Thierry Messant. Vous savez, en fait, un site web qui serait une boîte à idées. Oui, on verra. On verra. D'accord. Alors, toujours suite à ces législatives, on remarque une certaine division au sein des Républicains. La droite et les Républicains semblent être vraiment bien laminés par leur division, ce qui pouvait être éventuellement déjà prévisible, avant même ces élections. Qu'est-ce que vous pensez de ces subdivisions, de ces remaniements, de ces séparations, de ceux qui sont rejetés alors, parce qu'ils ont rallié Macron? D'une part, c'est la guerre des petits coqs, des petits chefs. Je dirais pas que ça repose sur des différences politiques, parce qu'en fait, ils font tous partie de ce même clan, bon démocrate, bien pensant, quelque peu mondialiste quand même. Ils se valent tous, ils sont interchangeables. Et ils ont tous par contre comme caractéristique commune d'avoir trahi Fillon. Et c'est ça qui est très curieux, c'est que Fillon, bon, je connais très bien tous ses défauts. Je lui ai écrit d'ailleurs. Oui. Donc, je sais très bien, jusqu'au point de lui avoir écrit, en disant, si vous avez perdu, c'est à cause de ça, ça et ça. Rappelez-vous la lettre que je lui ai adressée, que j'ai lue lors de ma dernière conférence le mois dernier. Mais ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est que tous ces petits baronnets des Républicains qui essayent de survivre aujourd'hui, maintenant que Fillon, par la force des choses, a été momentanément mis de côté, ils n'ont même pas récolté le fruit de leur trahison. Oui, non. Même pas. Et c'est Macron qui a récolté. C'est pour ça, vous savez que le titre de la conférence de cet après-midi, c'est stratégie et dialectique. Eh bien, je dois dire que sur le plan stratégie et dialectique, Macron et son équipe ont été largement supérieurs à l'équipe qui a soi-disant soutenu François Fillon. Ils l'ont soutenu comme la corde soutient le pendule. Et ce que je regrette, et je crois que je l'ai dit à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, quand François Fillon a réussi à rétablir la situation après sa réunion, vraiment, ça a été un coup de force, c'était un 18 Brumaire, on peut dire, à la Bonaparte, au Trocadéro, et que les autres, voyant que le succès que ça avait eu, ils sont revenus la queue entre les jambes, comme on dit, après avoir voulu le faire sauter avec le plan B,
J'aurais été à la place de Fillon, j'aurais dit, écoute, vous êtes sortis, bien vous restez dehors, j'ai pas besoin de vous. Alors, il ne l'a pas fait parce qu'il a cru qu'il allait garder leur voix. Il ne les a pas gardés, il n'en fait que le trahir un peu plus. Mais s'il l'avait fait, il aurait gagné des voix sur sa droite. Parce qu'une chose qu'on a reproché, ça je le sais par tous les contacts que j'ai eus, une chose qu'on a reproché fondamentalement à Fillon, c'est de ne pas s'être débarrassé des Sarkozy, des Juppé, des Bertrand, des Barouin et compagnie, des NKM, des Pécresse, etc., etc. Il l'aurait fait, ça aurait été chirurgical, et il aurait gagné avec ça. On ne refait pas l'histoire, mais on peut en tirer les leçons. Bien. On va poursuivre avec le Front National et Marine Le Pen. Et donc, par conséquent, son emprunt patriote qu'elle a fait avant les élections législatives, après ce désastreux deuxième tour au présidentiel, est-ce que les militants du Front National ne se seraient pas pris pour des CON? J'ai l'impression qu'il y en a un certain nombre qui ont compris, parce que quand on voit la chute entre les 33% de Marine Le Pen, 34, oui, quasiment 34, effectivement, au présidentiel de Marine Le Pen, et les 13 et quelques pourcents aux législatives, comme paire de claques, c'est pas mal. Et dire qu'il y avait des gens qui, en fait, envisageaient de l'avoir gagné le second tour des élections, et qu'elle aurait perdu sa majorité présidentielle quasiment. Donc, il est évident qu'elle est la première responsable de cette chute. Elle est responsable parce que techniquement, stratégiquement, dialectiquement, elle était mauvaise lors de son affrontement avec Macron. Et elle a été très mauvaise par tout ce qu'elle a dit à ce moment-là, qui ne pouvait que déplaire à la majorité de son électorat. Parce que faire du gaullisme, alors tout de même que la majorité des gens du Front National sont des gens qui ont souffert de Gaulle, beaucoup de pieds noirs et compagnie, sans compter son truc sur les crimes de Vichy, etc., il y en a beaucoup qui ne l'ont pas apprécié. Et elle le paye aujourd'hui. À commencer d'ailleurs par son propre père. Oui, alors son propre père, là, bon, je ne sais pas si vous voulez qu'on s'attarde là-dessus, mais son propre père lui-même est le premier responsable. Parce que la Fifi suit la même ligne que le papa. Et s'il y a affrontement entre eux, ce n'est pas sur des problèmes de fond, ce sont des problèmes d'ego et de fric. Alors le papa, il ne faut pas m'en parler. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils lisent mon livre « L'histoire d'une trahison ». Actuellement, justement, toujours pour parler du Front National, les médias se complaisent à relayer les attaques de Louis Alliot, de Gilbert Collard et de Nicolas Bay contre la ligne souverainiste, anti-européiste et anti-euro de l'actuel numéro 2 du Front National, donc de Florian Philippot. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent là-dedans? Alors là, carrément, c'est un problème de fond, effectivement, parce que c'est très intéressant de voir l'alliance du juif Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, de Gilbert Collard, franc-maçon, que Marine Le Pen traîne partout avec elle, celui qui avait dit que quand on parle de la France aux Français, c'est pas la France aux Français, c'est la France aux Juifs, de fait tout ce que la France doit aux Juifs. C'est ça la ligne officielle du Front National. Hein. Et alors, en plus de ça, quand on voit quels sont ceux qui ont été élus, c'est tout de même assez intéressant, parce qu'il y a tout de même un certain nombre d'éléments connus pour leur penchant homosexuel. Alors maintenant, est-ce qu'on va encore pouvoir parler de rassemblement bleu marine, ou est-ce qu'on va devoir dire rassemblement rose marine? Rose bonbon. Rose marine, non mais il faut être sérieux quand même. Et alors, il y a une chose aussi qui m'a sauté aux yeux. Comment se fait-il que le Front National, avec à peine 13% des voix, ait réussi à avoir, attendez, c'est 6 ou 8 députés? 8 députés. Ils n'ont pas un groupe complet. Ils ne sont pas un groupe complet, mais ils sont en très nette augmentation par rapport aux dernières élections. Ah oui. Alors que la chute de l'électorat est tout de même carabinée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit coup de pouce de la part du ministère de l'Intérieur? Surtout quand on voit que la tendance de Florian Philippot a été éreintée. Tout de même curieux, non? Oui, puis il fallait finir de continuer à piétiner en fait le Donc en fait tout ça c'est le travail des européistes qui ne veulent surtout pas
je ne suis pas un fan de Florian Philippot pour différentes raisons, mais sur le plan du souverainisme et de l'anti-européisme, pas de problème, je le préfère largement aux Alliot et Collard et compagnie. Alors, et Marine Le Pen, bien entendu. Bon, alors on va finir sur le Front National avec donc le père, pour faire un petit rappel des événements. Le 20 juin dernier, il a été refoulé devant le siège du Front National. Jean-Marie Le Pen exigerait la démission de sa fille. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Ça n'a aucun intérêt, ça, simplement faire baver les gens dans un sens ou dans l'autre. Le Pen, c'est quoi? Le Pen, c'est quoi? C'est un homme qui a surfé, comme le fait sa fille aujourd'hui, sur le patriotisme de braves Français. Par ici l'argent, par ici l'argent, par ici l'argent. Hein? Mais sur le plan des principes, il est où? Je suis le seul représentant du gaullisme. Non. Etc., etc., etc. Il y a quelque chose qui tient pas bien. Et quand il arrive au deuxième tour, c'était en quoi? En 2000, je ne sais plus combien. Devant Chirac, c'est ça? Devant Chirac, 2002. 2002. 2002, je le sais par des amis de l'intérieur au Front National, il était effondré. Il ne veut pas arriver au pouvoir, il n'a jamais voulu. C'est pour ça qu'il y a toujours eu ces petites phrases sur le détail, etc. Il est revu de façon à se faire diaboliser parce qu'il ne veut pas arriver au pouvoir. Il est là uniquement pour occuper le terrain, pour occuper qu'une force réellement nationaliste, populaire et sociale occupe le terrain. Et alors, peut-être que le conflit qui est entre le père et la fille, ce serait que la fille se serait vraiment, elle, mise en tête de gagner des élections, et le père fait tout. Exactement. Alors là, c'est exactement pour ça que pendant un certain temps, j'ai estimé devoir la soutenir. Et qu'elle soit ambitieuse et qu'elle veuille y arriver, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est avec qui et sur quel principe. Alors là, on vient d'en parler, ces principes ne sont pas les nôtres. Donc, exit. Alors, pour revenir à l'actuelle recomposition ou décomposition de notre nouveau gouvernement, n'est-il pas incroyable de voir Richard Ferrand, donc empêtré dans des affaires, ou même encore Mireille de Sarnez, le bras droit de François Bayrou, épinglé elle aussi pour une affaire d'emploi fictif. Ils ont été largement réélus alors que François Fillon a été mis au pilori pour des faits anciens et qui à l'époque étaient quand même légaux. Que pensez-vous justement de ce double traitement? Ah bah il y a les bons, il y a les mauvais, quoi. Sur le plan médiatique, politico-médiatique, ce que l'on ne pardonnait pas à Fillon, il faudrait le pardonner au support de Macron. Non, mais c'est invraisemblable, c'est vraiment le double, le deux poids et deux mesures. Parce que tout de même, l'affaire Fillon, j'ai beau repenser à tout le déroulement de cette affaire-là, mais ce qu'il a fait est une chose archi-légale. Il y a plus de 100 députés et autres, dont le propre président de l'Assemblée nationale, comme il s'appelle, ce gars-là, socialiste, bien sûr, franc-maçon en plus, qui ont fait exactement la même chose. Emploi de personnes de leur famille, etc. Et c'est sur le seul Fillon que c'est tombé. Mais c'est invraisemblable. Et alors, à Paris, l'affaire Ferrand, d'ailleurs, qui a été tenue gentiment au secret avant les présidentielles, de façon à ne pas faire ombrage à Macron. Alors maintenant, ça sort. Mais ça sort, mais c'est invraisemblable. Cette minorité de crétins de Français qui ont voté Macron et qui ont voté pour ses candidats, ont voté pour ce Ferrand, dont on connaît les agissements qui sont alors là, franchement douteux. Alors, le type qui s'est enrichi sur le dos de la mutuelle dont il est le président. Faut quand même oser. Et des détails, bon, il y aura un truc là-dessus dans le prochain numéro de la politique, mais c'est invraisemblable. Et cette bande de crétins de Français qui ont voté pour lui, directement ou indirectement, en ne voulant pas voter au premier tour pour Fillon, ben voilà ce qu'ils nous ont amené, puisque Ferrand est passé allègrement, avec plus de 50%, je ne sais plus combien exactement. Voilà, donc vraiment,
Pour certains, le vice paye. Eh bien, on va passer en fait à l'actualité en France. Alors, avez-vous eu connaissance de l'annonce sur le colloque qui s'intitule Le vrai visage de la franc-maçonnerie, le même jour que votre conférence, c'est-à-dire cet après-midi. En outre, pour attirer le chaland, il annonce l'entretien n'est qu'à 5 euros. Non. L'entrée, n'était qu'à 5 euros. Était-ce une tentative de réponse à vos mises en garde envers la pseudo-droite nationale? Ou nationalistes, puisque certains d'entre eux se disent nationalistes dans les organisateurs de cette réunion. Alors, j'avoue que c'est toujours amusant de voir les gens qui, en fait, par leur comportement, favorisent l'imprégnation maçonnique de la France, se donner ou essayer de se justifier en organisant des colloques soi-disant sur la maçonnerie, avec, nous dit-on, d'anciens grands maîtres de la maçonnerie. Mais ce que l'on sait en général de ces anciens grands maîtres de la maçonnerie, c'est qu'ils ne disent jamais le fond des choses de la maçonnerie. Oui. C'est-à-dire le satanisme de ces hauts grades. Et ça, je l'ai développé sur base de leur propre texte dans mon livre La maçonnerie. Donc ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'il y a à savoir sur la maçonnerie, qui lisent mon livre sur la maçonnerie, je fais parler les maçons et les juifs justement sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils sont. Je ne peux pas faire mieux, même qu'ils le disent. Alors pour en revenir à ce genre d'organisation, cette pseudo-réunion contre la maçonnerie, je veux que c'est assez amusant parce qu'à l'époque, il y avait une revue qui s'appelle L'Héritage, d'ailleurs le même qui dirigeait cette revue a aujourd'hui disparu. Et j'avais relevé à l'époque cette phrase de Bruno Gollnisch qui avait été interviewé par la revue en question, dans laquelle Gollnisch disait « La trilatérale, ça existe, mais ce n'est pas maçonnique. » Ouais. Oui, ça vous surprend, effectivement. Il y a de quoi être surpris, effectivement. Or, la trilatérale, tout de même, pour les ignorants, c'était fondé par un certain Zbigniew Brzezinski avec un certain Rockefeller, tous deux francs-maçons de haute lignée et mondialistes. Alors, à quoi joue premièrement Bruno Gollnisch, quand même, cadre du Front National, soi-disant considéré comme la branche droitière et catholique, etc., etc. Et à quoi joue le patron de cette revue aujourd'hui disparue, L'Héritage, qui l'a accueilli, qui l'a laissé dire sans le contredire, puisqu'il veut faire aujourd'hui une réunion contre la maçonnerie. Il faut être cohérent quand même. Et alors j'ai aussi une autre perle, toujours du même. C'est dans un entretien de Rivarol avec Jérôme Bourbon, dans le numéro du 31 juillet 2014. Et là, vous allez voir aussi quelle est la profondeur de son opposition à la maçonnerie, ce brave garçon, puisqu'il dit « Il faut bien sûr éviter la paranoïa ou l'exagération à l'égard de la maçonnerie ou de ses affidés. » Qui est là pour tromper un petit peu le... Voilà. Donc voilà, ils sont là pour donner une image édulcorée de la maçonnerie, comme quelqu'un qui a disparu, c'est dommage pour lui, Emmanuel Ratier. Ah oui. C'est exactement la même tactique. On fait semblant de s'y opposer, mais on masque ou on nie la véritable teneur de ce qu'est la maçonnerie. Et bien entendu, j'allais oublier ce petit copain. Alors justement, toujours dans un article de Rivarol, mais là plus récent, c'était le 2 février 2017, il y en a un qui pose le problème du racialisme, qui serait donc utilisé par le sionisme pour se faire des alliés parmi les groupuscules de la droite dite nationale et ses identitaires. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce racialisme utilisé par les sionistes? Alors ça, je dois tirer mon chapeau à François-Xavier Rochette, que j'ai un petit peu connu à une certaine époque. J'avoue qu'il a fait un très bon travail là de mise en garde.
incontestablement dans nos milieux au sens large du terme. Et cela va de quelqu'un qui brusquement apparaît dans le firmament, si on peut parler de firmament, de nos milieux, un certain Daniel Conversano. Vous savez, puisqu'on en a déjà parlé, bon gré mal gré, parce que certains diront qu'on lui donne plus d'importance qu'il n'en a, mais si on en parle, c'est parce que tout de même, par sa grande gueule et des déclarations enflammées, il trompe un certain nombre de crétins qui n'ont aucune formation, et que tout de même, charitablement, il faut les mettre en garde. C'est un garçon ambigu, pervers non seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan sexuel aussi. Oui. Et je vais citer une chose, et ça fera plaisir certainement à François-Xavier Rochette. C'est vrai que je ne sais pas, d'ailleurs je me demande si c'est pas dans le texte de Xavier Rochette que j'ai trouvé ça, mais enfin je tiens à le répercuter parce que vraiment ça vaut son pesant de cacahuètes. En fait, avec Conversano, c'est chasser le naturel et il revient au galop. Le truc, il est égal à lui-même et n'a pas résisté à faire un clin d'œil de plus révélateur sur ses penchants gays. Ouais. Alors voilà, parlant d'un montage de sa tête sur un blog, qu'il trouve belle, lui qui le dit, et il a dit de façon élégante et révélatrice, vous êtes bien assis? Assise. Oui, on est toujours bien assis. Je me baiserai tellement je suis beau. Particulier. Voilà le genre d'individu qui impressionne encore un certain nombre de gens et qui ne sont pas sans intérêt. Et je voudrais citer cette malheureuse Virginie Votin. Oui. Oui. Qui a fait des entretiens avec lui, parce qu'il est très fort, Conversano. Il attire des gens qu'il pense... et c'est comme ça. C'est une tactique que j'ai vécue avec Abed, que j'ai vécue avec Livernet, que j'ai vécue avec Florian Rouanet. Il y a toute une bande de jeunes ou moins jeunes qui essayent de se créer un nom en s'appuyant sur des anciens. Mais même Alain Soral... et Alain Soral, kiff, mon ami. Bien sûr. Exactement la même chose. On essaye de s'appuyer sur les anciens qui ont tout de même une surface autre que la leur. Et puis une formation... Pour se faire leur petit beurre. Et voilà ce que je dénonce avec ces gens-là. Alors bon, en les dénonçant, certes, je fais leur publicité pour ceux qui ne les connaîtraient pas, mais il est peut-être préférable qu'ils les connaissent réellement plutôt que sur des fantasmes que les autres essayent de faire passer. Donc voilà ce que je tenais à dénoncer. Et effectivement, et ça c'est le grand art des milieux sionistes, c'est d'arriver à, en surfant sur l'anti-islamisme qui évidemment se dégage de tous ces pseudo-attentats islamistes que nous vivons, dont la crédibilité, il faudra que j'y revienne un jour prochainement dans une conférence, ces attentats, je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais il y a tout de même quelque chose de très curieux. Si vous les regardez les uns après les autres, ils ont tous... Un point commun. Deux points communs. Ils ont deux points communs. Premièrement, ces gens sortent de nulle part, ils apparaissent brusquement, on les catalogue tout de suite comme islamistes, et alors, chose très curieuse, c'est que au lieu de essayer de les garder en vie pour savoir et remonter la filière éventuelle, puisqu'on nous dit qu'ils font partie de Daesh, etc., etc., ils sont tout de suite flingués. Oui. C'est très curieux. Donc, moi, l'impression que ça me donne, c'est que périodiquement, on nous sort des cartons des services secrets, quels qu'ils soient, français, israéliens ou américains, des individus pour faire un coup, pour faire peur aux Français, et accentuer ce besoin de sécurité des Français et faire passer les lois contre nos libertés, sous prétexte de sécurité.
Alors, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, si vous avez des questions là-dessus encore, mais puisque c'est lié, je vais tout de même en parler maintenant. Avez-vous entendu parler de la prochaine loi qui va être créée pour, évidemment, dans le but de la sécurité des Français, où l'on va mettre dans la loi ce qui est actuellement dans l'état d'urgence. Or, ce qui est dans l'état d'urgence est réputé être quelque chose de transitoire. Si c'est dans la loi, tout ce qui est dans l'état d'urgence est dans la loi. Or, qu'est-ce que ça prévoit? Ben, ça prévoit que tout le monde va être surveillé. Et c'est exactement ce que George W. Bush avait fait au moment du 11 septembre, aussi un attentat bien curieux, des attentats bien curieux, quand il avait confié à son amiral franc-maçon John Poindexter la direction du Patriot Act. Je me souviens. Rappelez-vous. Qui sert à quoi? À surveiller les Américains. Tous les Américains. Donc voilà. Donc on est dans la filiation de ce genre de travail du prix des peuples, sous prétexte de veiller à leur sécurité, de leur supprimer, pan par pan, leur liberté. C'est une... Big Brother, Big Brother, Ils ont Big fini. Brother. Ouais. Et surtout que cette loi doit être débattue cet été à tous les coups, ça va être Ah ben ça va voté passer, à des heures évidemment, à 15 août, je ne sais quoi. en pleine canicule. Voilà, quand personne ne sera là pour s'y opposer. Alors, on passe un petit peu du coq à l'âne, hein, si vous le permettez, avec un petit, si vous voulez, et insignifiant fait divers. C'est l'école de l'Angélus. Oui. Qui J'ai vu. est fermée actuellement pour soupçon d'abus sexuels et maltraitance. Une école parmi les 1300 écoles qui sont hors contrat en France. Eh bien, ben voilà, puisque dans la loi en question dont je parlais à l'instant, il est question justement de pouvoir fermer des associations qui pourraient nuire comment dit-on, à l'ordre, etc. À la etc. laïcité. En fait, à la laïcité. Bien Pour la sûr. laïcité, on en reparlera tout à l'heure probablement aussi. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire de l'Angélus? Bon, je n'ai pas tenu la chandelle, je n'en sais rien, mais enfin, il y a tout de même des choses curieuses qui m'ont sauté aux yeux. Premièrement, c'est basé sur des on-dit. Donc, on ferme une école comme ça, Sur des déclarations. il n'y a pas de présomption d'innocence. Comme pour Fillon. Non, Mais c'est marrant, Exactement. vraiment, c'est la même chose. Deuxièmement, on nous dit « Ah, mais c'est une école où il y a de l'endoctrinement. » Ah bon? Ah, mais la République, elle ne fait pas d'endoctrinement. Et puis alors, chose qui m'a semblé tout de même très intéressante, c'est que dans le journal local, la région où se trouve cette école, le Berry républicain du 8 juin, qui en fait révèle ce qu'il y a de sous-jacent. Oui. C'est que dans les manuels d'histoire donnés aux enfants de cette école, il y a des passages où on fait l'apologie du maréchal Pétain, Tiens. avec la phrase, alors là, Horresco Referens, la phrase disant que Pétain a sauvé les Français, a Oui. sauvé la France. Oui. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a de sous-jacent, c'est un problème politique. Votre dernier communiqué des cercles nationalistes français du 6 juin a été fort remarqué, car vous avez mis le doigt là où ça fait mal, des responsabilités des responsables de la droite nationale et catholique que vous dénoncez habituellement dans les élections d'Emmanuel Macron, et au moins par inconséquence, on ne se rend pas compte de la pénétration de votre stratégie par la majorité des commentaires étant favorables pour vous sur Facebook. Mais en minorité, des gens ne sont pas d'accord. Que leur répondez-vous? Alors là, effectivement, je m'attache d'une part à remercier ceux qui appuient, et ils sont l'immense majorité, il faut le dire, mais je m'attache aussi à répondre et essayer d'éclairer ceux qui n'ont pas compris. Quand même. Ouais. Et alors, j'ai eu la curiosité tout de même de voir, parce que je reçois toutes les semaines les statistiques de ma page Facebook,
données par Facebook. Oui. Alors, pour la semaine dernière, visite sur la page en hausse de 111 000, pardon, de 111%. Portée totale, 982%. Personnes engagées, 788,9%. Donc vous vous rendez compte de la portée de ce que un commentaire que je peux faire sur Facebook entraîne comme courant d'air. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est évident. Et Facebook, dans un commentaire que vous pouvez retrouver d'ailleurs, fait par Facebook, remarquant que mon blog ou mon mur, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, est celui qui est le plus regardé à 75%. Donc voilà, il faut savoir se servir des outils, des quelques outils qui nous restent, de faire connaître la vérité. Donc voilà. Profitons de ces diffusions pendant qu'elles sont encore Ah, utilisées. non. Alors, le plus curieux, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que le fondateur, créateur de Facebook est poursuivi par les instances israéliennes. Alors qu'il est lui-même... En principe, il est lui-même. Alors, Ouais. je ne sais pas, je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il y avait en dessous. Enfin, c'est amusant. J'ai pas suivi. Alors, autre sujet, mais très actuel, nous avons une nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nouvelle ministre au sein du gouvernement Philippe, qui veut rendre obligatoire 11 vaccins, alors qu'il n'y en avait que 3 actuellement, donc il y aurait 11 vaccins obligatoires pour faire vacciner les enfants. Cette information ne vous a pas échappé. Doublement, elle ne m'a pas échappé, d'abord en tant que médecin, et deuxièmement en tant que politique. C'est admirable. D'abord, quand vous dites 3 vaccins obligatoires, c'est pas tout à fait la vérité, puisqu'en fait, ce qu'on appelle le DTPR, le diphtérie, tétanos, polio, on ne peut l'avoir qu'associé avec une petite dose contre l'hépatite. Or, ça a été dénoncé par le professeur Joyeux, à juste titre, parce que le support de ces vaccins est de l'aluminium et du formaldéhyde, je crois, si mes souvenirs sont exacts, c'est dangereux pour la santé. Et c'est connu sur le plan scientifique, ça peut provoquer des malformations. Non, pas des malformations. Enfin, peut-être plus tard on le verra, mais en tout cas la sclérose en plaques. Ah, d'accord. Bon, alors pourquoi cette décision? Évidemment, pour l'instant, on prépare le public. Pour la santé, parce que bien entendu, nos autorités veillent à la sécurité des Français et veillent aussi à notre santé. Qu'est-ce qu'ils nous aiment, nos pouvoirs publics? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a tout simplement derrière que le principal producteur français de vaccins, c'est la firme Sanofi, Oui. qui est dirigée par qui? Par un certain Serge Weinberg, qui a été un des grands soutiens de Macron lors de sa campagne électorale présidentielle. Il faut qu'il rentre dans ses frais. Et qui veut rentrer dans ses frais, c'est normal, voyons, pour chouchou. Donc vous voyez, c'est là, on veille sur la santé des Français. Vous voyez, mais vous grattez un tout petit peu, et vous voyez les intérêts de Big Pharma derrière, avec un nez bien crochu. Bon. Alors, un nouvel attentat vient d'avoir lieu sur les Champs-Élysées contre un quart de police, dans d'étranges conditions encore. Quelle est votre analyse de cet événement? Effectivement, encore dans d'étranges analyses. Alors bon, si on veut décortiquer le truc, on apprend en cascade des trucs surprenants, comme quoi il était fiché S, mais que néanmoins il était inscrit à un club de tir et qu'il avait acheté à ce titre en pleine légalité des armes, dont une arme qui n'est pas tout à fait une Kalachnikov mais qui est du même type. Bon.
Donc, alors là, on nous a concocté des lois sur notre sécurité jusqu'à l'état d'urgence, avec en principe tout de même tous les services intéressés se renseignant mutuellement. Eh bien, on apprend maintenant qu'un fichier S peut être inscrit à un club de tir et acheté en toute légalité des armes. Bon, ça, c'est un volet de l'affaire. Deuxième volet de l'affaire, l'acte lui-même. Qu'est-ce que c'est que cet individu, encore un islamiste, entre guillemets, qui se promène sur les Champs-Élysées avec sa voiture, en voulant faire un carnage, une bonbonne de gaz, plusieurs armes dont il ne s'est pas servi. Et ensuite on nous dit, bon, il n'y a pas de victime, mais il a été tué. On ne sait pas comment il a été tué. Alors écoutez, rappelez-vous ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Oui. Hein? Est-ce que vous ne croyez pas que les services secrets, quels qu'ils soient, ne nous sortent pas de leur petit carton des individus instables qui ne savent pas à quoi ils vont servir, peut-être drogués, et que l'on rend silencieux immédiatement une fois que le pseudo-coup est fait. On les liquide, ils ne peuvent plus parler, on ne peut plus remonter au donneur d'ordre. Enfin, on ne veut plus, mais je pense qu'on peut. Bah, bien entendu qu'on ne veut plus, mais c'est évident. Alors, toujours tout ce qui est islamiste. Alors là, on change un petit peu de zone géographique. On quitte la France et on va vers le Qatar. Donc, la crise diplomatique avec le Qatar a-t-elle un rapport avec les attentats de Londres? Je ne pense pas. Je pense pas. C'est autre chose de totalement différent. Bon, et peut-être qu'il y a des tenants aboutissants, mais je ne pense pas. Non, le plus important, c'est que curieusement, le Qatar s'est rapproché de l'Iran. C'est ça le fond. D'accord. Ah voilà. Peut-être parce qu'ils ont vu aussi l'Arabie Saoudite se rapprocher des USA ou voilà. Ben évidemment, de toute façon, on ne peut même pas parler de rapprochement de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis, c'est de tout temps. C'est de tout temps. Et il faudrait aussi, et je vais me pencher un de ces jours sur les origines de la famille princière saoudienne, parce qu'apparemment, il y aurait quelques collusions avec le judaïsme, au point de vue ascendance. On en reparlera, ça viendra. D'accord, ça sera intéressant. Vous avez signalé dans votre lettre d'information, la politique, que la Chine pensait que l'Empire américain s'effondrerait entre 2020 et 2025. Sur quoi le Chinois établise sur quoi les Chinois se basent table-t-il pour en fait faire ces spéculations? Bah, ils l'ont dit à peu près, on sait très bien ce qu'ils font. Vous savez qu'ils sont parmi les plus gros acheteurs d'or au monde. Ils vendent à tour de bras leur dollar, ils achètent de l'or avec. Et on sait aussi qu'avec la Russie, ils prévoient d'établir un étalon or dans les échanges commerciaux. Donc, à terme, c'est la fin du pétrodollar. Et qui dit la fin du pétrodollar dit aussi la fin de l'Empire américain. Évidemment. C'est bien pour ça qu'ils ne veulent pas que... C'est ça qu'il y a de sous-jacent. Et c'est là que c'est très intéressant et en même temps dangereux, c'est que, évidemment, les Américains savent très bien que les Russes et les Chinois essayent de leur petite base économique et leur domination financière mondiale. Le risque, c'est que pour les États-Unis, l'Amérique sioniste, la solution pourrait bien être une troisième guerre mondiale. Ben oui, ça paraît assez évident. Alors le problème, c'est qui va faire plus peur à l'autre. Équilibre de la terreur ou pas équilibre de la terreur. Alors, je voudrais tout de même revenir une chose, parce que j'ai encore reçu dernièrement des messages de correspondants, pas nécessairement d'abonnés, heureusement d'ailleurs. Ça voudrait dire qu'ils ne lisent pas suffisamment bien la politique. On m'a encore parlé de travaux de Pierre Hillard. Pierre Hillard qui revient encore une fois mettre sa sauce contre Poutine. Poutine mondialiste, Poutine mondialiste, Poutine mondialiste. Est-ce que Poutine n'est pas le principal artisan et le premier à avoir lancé cette
cette politique anti-américaine de suppression du pétrodollar dans les échanges. Alors comment peut-on parler d'un Poutine mondialiste? Ça ne colle pas. Alors, ou bien, et je me répète, ou bien Pierre Hillard, à sa marotte, il est borné, ou bien il est payé pour dire ce qu'il dit. Et s'il n'est pas d'accord avec moi, je le défie pour un débat. Alors, on vient d'apprendre que l'aviation américaine a abattu un avion syrien qui bombardait des positions des terroristes, donc des positions soutenues par les États-Unis, sans que la Russie n'en ait été avertie, et en dépit de l'accord existant entre les deux pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que ça peut nous amener? Alors évidemment, quand on apprend ce genre de nouvelles, on se dit, mais comment se fait-il que les Russes ne soient pas intervenus? Ils ne sont pas intervenus justement parce qu'il y avait cet accord avec les Américains. Comme quoi, quand les Américains avaient l'intention de frapper une cible, ils devaient prévenir les Russes. Donc il y avait comme un accord de façon à ce qu'il n'y ait pas de combat aérien entre les avions russes et américains. Donc les Américains n'ont pas joué le rôle. D'où, immédiatement après, la dénonciation par Moscou de cet accord. Alors maintenant, il va falloir voir ce qui va se passer sur le terrain. Ce que l'on sait, c'est que sur le terrain, les troupes de Daesh et autres groupuscules terroristes, soi-disant légaux, soutenus par les Américains, sont repoussés de plus en plus par les troupes syriennes et les alliés des Syriens, qui sont les Iraniens, qui sont le Hezbollah libanais, etc., qui sont les troupes russes au sol. Et oui. Donc, il est évident que les Américains, d'abord, ils interviennent en toute illégalité. Ils ont des bases, ils n'ont pas demandé la moindre autorisation au gouvernement légal de Bachar el-Assad. Ils bombardent qui ils veulent, quand ils veulent, sans prévenir, malgré les accords internationaux qui sont avec les Russes. Donc, on est en pleine illégalité. Et en fait, ils jouent la provocation contre les Russes. Ils voudraient bien justement provoquer le déclic pour cette troisième guerre mondiale. Et là, c'est là que j'admire le jeu très subtil, patient et calme de Poutine, qui fonce pas dans le panneau comme un Hitler. Rappelez-vous ma conférence Napoléon, Hitler, Poutine. Mais oui. C'est ça. Je dirais heureusement qu'on a un Poutine qui fonce pas dans le tas bêtement, qui réagit ce qu'il faut réagir, pas trop non plus, pour faire comprendre à l'autre, écoutez, vous calmez, sinon... Donc on en est là. Quel est celui qui fera l'erreur? Oui, oui. D'autant plus que les renseignements qu'on a sur la politique de Trump sont vraiment contradictoires. Que pensez-vous des réserves sur ce champion de l'anti-establishment aux États-Unis? Vous savez que dès le début, je n'étais pas très favorable au personnage parce que j'avoue que son look est un peu caricatural. Il a été élu sur un programme anti-establishment, c'est-à-dire contre le système américain, ce qui était très intéressant en soi. Alors, il y a deux choses. Ou bien c'est quelqu'un qui est instable, et qui passe d'une lubie à une autre, donc il n'a pas de ligne véritablement politique, ou bien il en a une, mais ce n'est pas lui qui gouverne. Je pense, surtout pour cette deuxième hypothèse, je pense que ce sont surtout le Pentagone et tout ce qui tourne autour des néoconservateurs des juifs américains qui ont été l'équipe dirigeante des États-Unis, en tout cas sous les Bush père et fils, qui, eux, font leur coup sans même lui demander son avis. Et il est devant cette... Alors, il essaye de crâner en disant « c'est moi le président », mais n'empêche que les autres font le coup sans lui demander son avis. Oui, c'est ce qu'a dit très récemment, d'ailleurs, Vladimir Poutine dans une interview, très récente. Mais bien entendu. Il dit que l'homme est incontrôlable. Mais il est incontrôlable et il est contrôlé. Il est incontrôlable et il est contrôlé. Alors, une dernière question pour terminer ce bel entretien. On va revenir là sur votre livre sur l'armée française.
Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du général Benoît Pugat, qui est donc un paroissien de Saint-Nicolas du Chardonnay, de la fraternité Saint-Pédis, ancien attaché militaire de Nicolas Sarkozy et dans la foulée de François Hollande à l'Élysée. Donc il semble qu'une fois de plus, en regardant l'actualité, vous pouvez peut-être nous éclairer à nouveau sur ce rôle de ce général Pugat qui vient d'être invité à la prochaine réunion des Bilderberg. Bien, oui, bon, je vais finir par devenir très vaniteux. Je vais attraper la grosse tête. Gros coup, tout ce que vous voudrez, parce que je crois que vous l'avez déjà très bien ciblé dans mon livre « L'armée française face à la destruction de la nation », dans lequel j'ai montré comment ce général soi-disant traditionnaliste, puisque paroissien quand même de Saint-Nicolas du Chardonnay, la paroisse phare de la fraternité Saint-Pédis, a été successivement chef de cabinet, attaché militaire de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, puis de Hollande qui l'a précieusement gardé jusqu'à sa retraite, qui maintenant est le grand chancelier, je crois, de la Légion d'honneur, qui à ce titre a remis le cordon de grand chancelier de la Légion d'honneur à Emmanuel Macron en lui disant « Je suis honoré de vous servir, etc. » Fier de vous servir, un truc dans ce coup-là. Et qu'est-ce que l'on apprend en complément de ces informations? Qu'il vient d'être invité à la prochaine réunion des Bilderberg. Ben voilà, la boucle est bouclée, il a bien mérité, donc on le fait rentrer au sérail. Voilà. Voilà ce que je dédie à ces braves gens traditionnalistes qui n'ont encore rien compris et qui suivent benoîtement, c'est le cas de le dire, les directives de leur curé ou de leur gourou, appelez ça comme vous voudrez. Eh bien voilà. Merci pour cette belle conférence. Ça, c'était une coda venenum. Hein. Oui. Et d'ailleurs, on reprend nos entretiens d'actualité en septembre, hein, maintenant. Non, en principe, ce sera octobre. À moins, non, comme d'habitude, c'est octobre. Oui. Je laisse toujours une porte ouverte pour septembre, au cas où il y aurait vraiment des événements majeurs qui demanderaient à ce que l'on... Bon, de toute façon, je ne resterai pas muet, rassurez-vous ni les uns ni les autres, puisque je continuerai avec mes amis à faire des communiqués. Bien sûr. Que ce soit sur notre site, donc nationalisme, nationalisme... nationalisme-français.com, non? Oui, nationalisme... Exactement, répétez. Nationalisme-français.com. Alors, voilà. C'est sans CCD, évidemment. Sans CCD, exactement, il faut le signer. Donc, je continuerai à faire des communiqués sur notre site et bien entendu sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Twitter, j'avoue, j'arrive pas à accrocher, j'aime pas. Non, j'aime pas. Non. En plus de ça, le temps l'écriture est très limité. Oui. Très limité, donc vraiment, on peut pas faire de démonstration avec. Et justement, c'est cet aspect limité qui me dérange parce que justement, on ne peut pas faire de démonstration. Donc, ne vous en faites pas, tant que Dieu me garde la santé, je rendrai coup pour coup. Eh bien, on vous souhaite un Merci à vous deux. Merci, M. Blancard. Et bonnes vacances. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.